Alors, c'est notre 4e entretien sur la chaîne du Rocher qui est maintenant à plus de 450 abonnés. On est en début juillet 2020 On vous remercie d'ailleurs pour les et abonnements. on reçoit 2 membres éminents, puis-je dire, de la cocarde étudiante. Bonjour, Bonjour. merci d'être venu. Merci à vous. Merci de Alors, l'invitation. veuillez vous présenter. Alors, Qui êtes-vous ? je m'appelle Timothée, j'ai 21 ans, je suis étudiant en Master 1 d'Histoire médiévale à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. J'ai fait tout mon cursus universitaire là-bas et ça fait suite à un baccalauréat littéraire passé dans le Val-de-Marne. Voilà, je suis de banlieue parisienne. Qu'est-ce que je peux dire ? J'ai rejoint la cocarde il y a 2 ans, donc au printemps 2018. Pour ce qui est de comment est-ce que j'ai rejoint le mouvement, en fait dans mon cercle d'amis qui était composé d'à peu près une dizaine de personnes, j'avais 2 connaissances qui faisaient partie du groupe. Et au moment, il y avait une saison particulière de mouvementée, de mobilisation syndicale et de blocage. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont parlé de ce mouvement-là et que j'ai décidé de le rejoindre. Pour ce qui est de la droite, moi je me définis comme conservateur, ou je pourrais dire même traditionnel. C'est-à-dire que je suis attaché à un très grand nombre d'éléments, de données qui font une certaine tradition française, européenne, et je pourrais même dire plus largement humaine. Je suis issu d'une famille qui n'est pas spécialement politisée, et en fait, qu'on me parle de patrie, qu'on me parle de nation, qu'on me parle du sens de la communauté, qu'on me parle de spiritualité, de culture, d'histoire. Voilà, ces différentes choses-là m'ont marqué. Et progressivement, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus proche de ces idées-là, sachant qu'au départ, je n'étais pas spécialement politisé. Je fais partie de ces nombreux jeunes que vous pouvez voir encore autour de vous, même à l'université, qui en fait n'avaient pas tellement de préoccupations, pas tellement de tracas, d'envie de s'engager pour une cause ou quoi. Et voilà, ça s'est présenté avec l'université. Et j'en suis très heureux. Voilà. Très bien. D'accord, merci. Et toi, Émilie, du coup, Alors, présente-toi un peu. donc je m'appelle Émilie, j'ai 24 ans. Je viens d'obtenir mon Master 1 en droit privé à l'Université de Nanterre. J'ai fait toute ma licence à Nice et je suis donc arrivée sur Paris il y a maintenant 2 ans. J'ai rejoint la cocarde le jour même où je suis arrivée à Nanterre, en fait. C'est rapide, hein. En fait, je venais Direct. Ça, oui, c'est ça. En fait, je venais donc d'une fac très tranquille, qui est donc à la fac de Nice, qui est plutôt à droite, qui avait pas connu de problème de blocage et tout, même au printemps 2018, justement, là où il y avait cet immense mouvement de blocage à travers toute la France. Donc, en arrivant à Paris, c'était vraiment le jour et la nuit pour moi. Et quand j'ai vu Nanterre et l'état de Nanterre, je me suis dit, oui, non, c'est pas possible, je peux pas rester dans mon coin à rien faire. Donc j'ai commencé à faire des recherches. Je connaissais déjà un peu la cocarde étudiante parce que je les suivais sur Twitter, mais voilà, enfin bref, il y a quelqu'un sur... Du coup, c'est via Twitter du coup que je les ai rejoints. Voilà, donc vraiment un engagement basé sur... voilà, c'était comme un déclic, on va dire. J'avais jamais milité avant, même si j'étais politisée, mais j'avais jamais milité avant, mais en voyant l'état de Nanterre, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. C'est aussi ma première expérience militante de mon côté. C'est voilà. Et donc ouais, j'ai toujours été de droite, issue d'une famille plutôt à droite aussi. Pour moi, la droite, voilà, c'est un attachement aux traditions, à la civilisation française et européenne que je veux défendre. D'accord. Et en tant que tel, donc qu'est-ce que c'est la cocarde ? Pourquoi ce nom ? Et peut-être aussi expliquer un peu son logo. Le logo, ouais, bien sûr, le nom et le logo. Voilà. Alors pour ce qui est du nom, donc la cocarde, ça fait... Alors c'est amusant, je vais déjà commencer par ça. En fait, très souvent, les remarques qu'on nous fait concernant la cocarde, en fait, on nous parle justement de l'insigne qui est devenu une insigne républicaine et qui est issue de la Révolution. Donc très souvent, ça va être plutôt le public un peu royaliste qui nous regarde, ou peut-être même qui nous soutient, mais il nous faut remarquer que voilà, la cocarde, c'est la Révolution, c'est la République. Ouais.
c'est pas, voilà, il y a du vrai. Après, nous, c'était surtout, en fait, c'est la référence à la feuille nationaliste de Maurice Barrès, qui était intitulée La Cocarde, voilà, journal qu'il a fondé. Et sinon aussi dans le langage courant, quand on parle d'un cocardier, de quelqu'un qui est cocardier, c'est un terme pour parler d'un patriote, comment dire, quelqu'un qui a un attachement patriotique assez élevé, un peu, comment dire ça, mais, assez exalté, voilà, je cherchais le terme, assez exalté, voilà, c'est un patriote assez exalté. C'est ça l'idée, et donc du coup, justement, les membres de la cocarde, Émilie est une cocardière et moi je suis un cocardier. Voilà. Pour le nom, tu veux peut-être dire quelques mots sur le logo ou... Je suis pas hyper renseignée sur le logo en fait. Si le chêne il avait un rapport avec le chêne de justice, sur lequel il y avait des rois de France qui rendaient justement justice, le chêne de Saint-Louis par exemple. Il y a le chêne de justice, et voilà. c'est également, on a essayé de mêler en fait plusieurs héritages avec le logo. Et l'autre héritage, l'autre référence culturelle mythologique, c'est donc l'Yggdrasil, qui est l'arbre-monde chez les Scandinaves. Donc c'est pour ce qui est de l'arbre. Il y a aussi évidemment avec l'arbre, il y a l'aspect des racines, pouvoir aller exactement l'aspect enraciné, pouvoir aller puiser, comment dire, être enraciné, c'est comment dire, enfouir son caractère dans l'histoire passée, c'est comment dire, se sentir garder un lien et vouloir une continuité avec des époques passées. Oui, la disons continuité historique. Voilà, la continuité historique, c'est ça exactement. Peut-être un héritage aussi. Oui, exactement, complètement. Et voilà pour ce qui est de l'arbre. Les couleurs, le code couleur que vous retrouvez également sur nos affiches, les tracts, c'est tout simplement le drapeau tricolore, exactement, bleu, blanc, rouge. Et sinon, vous avez une dernière chose qui apparaît, comment dire, de manière très discrète. En fait, sur le bas du logo, elle est vraiment à l'extrémité du logo, vous avez une petite... Une sorte de flèche. Ou une flèche, comme le signe mathématique. Et en fait, on a un ouroboros en fait. C'est la zone où l'ouroboros donc se mord la queue, et donc c'est un symbole pour désigner le recommencement des choses, la continuité, pour désigner les cycles. Voilà, donc si je sais pas, il y aurait éventuellement si certains se posaient la question, c'est vrai qu'en fait on a gardé qu'un seul petit élément, mais c'est en fait un ouroboros, c'est un peu qui est dans le fond, quoi, qui est dans l'arrière du logo, et je crois que j'ai fait le tour. Oui. Ok, bon, c'est une réponse très complète en Oui. tout cas. Merci beaucoup. Alors pourquoi est-ce que la cocarde existe? L'offre politique que la cocarde étudiante représente n'existait-elle pas avant déjà? Je dirais pas vraiment, parce que je pense que ce qui fait l'originalité de la cocarde, c'est que déjà on est vraiment indépendant. Donc contrairement à d'autres syndicats étudiants qui sont affiliés à des partis, nous on ne l'est pas. Et on a vraiment cette volonté de rassembler les étudiants de droite, peu importe qu'ils soient encartés ou pas d'ailleurs. Et donc voilà, faire le lien entre étudiants encartés dans un parti et pas encartés, aussi établir le dialogue avec différents partis, voilà. Donc je pense qu'il y a ça qui nous différencie quand même pas mal des autres syndicats. Et je pense que ça n'existait pas avant la cocarde. Je pourrais compléter, donc Émilie dit des choses assez justes, et je pourrais juste compléter en disant que, parce que dans la question c'est vraiment cette offre n'existait-elle pas avant. Il faut savoir, alors pour les gens qui sont déjà étudiants, ils sont certainement déjà au courant d'un peu de la situation dans les universités, mais l'offre associative, syndicale dans les facs, ça va être d'un côté des associations de type BDE, donc l'acronyme pour Bureau des étudiants. C'est les nombreuses associations que vous voyez certainement sur votre campus, qui sont là à 50 pour des élections. Nous, on aimerait avoir 50 personnes lors d'une élection, et en fait qui se contentent principalement, alors ils sont nécessaires, ils ont leur rôle à jouer bien sûr,
c'est principalement l'organisation de soirées, de l'organisation de séjours, alors que ça va être, que ce soit les week-ends d'intégration ou alors, mettons, des séjours au ski comme ils font souvent pour l'hiver. Ils ont un rôle à jouer dans le sens où, pour beaucoup d'étudiants, le cycle universitaire, les études, ça représente une certaine pression, disons, en quelque sorte. Sûr. Et bon, je dirais quand même que c'est peut-être trop tourné vers la fête et le festivisme, mais ils ont quand même un rôle, et je pense que voilà, ils ont quand même leur présence se justifie tout à fait. Donc voilà, il y a deux offres principales. D'un côté, les BDE qui ne sont pas politisés, qui sont vraiment là pour proposer de la camaraderie autour de la bière, autour d'une séance au ski, quoi. Et de l'autre, c'est les associations et syndicats politisés, mais qui vont être de tendance gauche, voire d'extrême gauche. Donc c'est principalement, donc voilà, et pour l'autre penchant, l'autre offre, la deuxième offre, donc c'est l'UNEF, ça va être Solidaire étudiant, ça va être le Point Levé, ça va être la GEPS, le NPA aussi, à Nanterre. le NPA, voilà exactement, qui sont dans tous les combats progressistes, donc que ce soit de l'antiracisme, que ce soit la lutte contre les discriminations, et en fait, comment dire, quelque chose, je dirais, qui parle assez peu aux étudiants, du moins sur les facs. Et pour de l'offre politique, en fait, c'est quasiment la seule, quasiment oui, la seule option qu'on peut trouver sur des facs. Et donc c'est pour ça qu'en fait on avait vraiment, comment dire, on avait une fenêtre, on avait un emplacement, en fait, on pouvait tout à fait caser, on pouvait tout à fait insérer une association patriote, conservatrice qui proposait, je dirais, comment dire, des autres idées, un autre modèle d'université, et voilà que en fait qu'on est bien, qu'à l'université, on est bien toute la comment dire, la richesse de l'éventail politique, en fait. D'accord. Toute l'éventail, j'aime pas l'expression d'échiquier, mais on pourrait éventuellement la reprendre, mais plutôt voilà, éventail, voilà, c'est un peu ça. D'accord. Ok. Bah, merci pour cette réponse très complète. Il y avait on peut enchaîner. Est-ce qu'il y a une ligne idéologique à la Cocarde? Peut-être que vous avez aussi des royalistes, peut-être des souverainistes, peut-être des gens qui sont peut-être moins souverainistes. Vous êtes de droite, mais est-ce que vous avez un courant souverainiste, identitaire? Alors, conservateur. on a effectivement des personnes de tout horizon à la Cocarde. Moi-même, je suis plutôt royaliste, par exemple. Mais on a des royalistes, des bonapartistes, il y a des gens qui sont plutôt républicains, il y a des souverainistes, enfin bref, on a vraiment de tout. Mais on se retrouve autour de valeurs clés, on va dire, comme voilà, le conservatisme. Je pense que à peu près tout le monde est souverainiste aussi, donc il y a le souverainisme, il y a l'identité, le patriotisme, évidemment. C'est les trois mots-clés, en fait. Oui, voilà. Un socle commun, et voilà, c'est ça. Après, chacun a ses petites divergences. Voilà, exactement. Après, Okay. chacun a ses petites divergences, mais voilà. Exactement. On se retrouve autour de ces points clés-là. Pour ce qui est de, comment dire, on a eu en fait, avec le nouveau président, quand il y a eu le changement de président plutôt que le nouveau président, parce qu'il est plus nouveau, il est plus récent, mais avec le changement de président, donc anciennement c'était Quentin Limongi, et donc c'est dorénavant Luc Lal. C'est lui qui a eu l'idée de mettre en place cette idée d'ouverture sur la culture européenne, ne plus seulement se limiter à la France, mais vraiment avoir une ouverture civilisationnelle, continentale, aller chercher ailleurs qu'en France, en quelque sorte. Voilà. C'est un peu ça. Donc c'est ce que lui a amené. Donc ça fait quoi depuis un an peut-être, ou combien de temps? Bonne question.
Oui, je crois que ça fait un peu plus d'un an. Quelque chose comme un an, voilà. Donc en somme, une vision plus européiste. Ouais. C'est une ligne un peu plus proche de la nouvelle droite, par exemple. Enfin, pas forcément européiste, c'est... Européenne. Européenne, oui. D'accord, oui, ok. oui. Lui, il est C'est, euro. Ok, d'accord. Puis on a aussi du coup, ce qui fait qu'on a une ouverture aussi vers des syndicats étudiants étrangers. On avait rencontré des Italiens. C'est ça, on a rencontré il y a quasiment un an, jour pour jour, un syndicat étudiant qui s'appelle le FOAN. D'accord. Et voilà, on avait passé un week-end ensemble sur Paris. Et dans l'idée, il y aurait un voyage retour, cette fois-ci, qui serait de notre initiative pour aller les voir chez eux à Turin. Désolé, qu'est-ce que tu disais sur... Moi, je disais juste que par rapport sur la au nouvelle côté droite, un peu plus Oui. européen, Oui. ça se rapproche plus de la nouvelle droite plutôt que le côté la France seule. En fait traditionnel. si vous préférez, on essaye d'articuler. La nouvelle droite nous plaît beaucoup. Alain de Benoît est assez apprécié chez nous. Bon, pour le coup, certaines de ces figures sont décédées. Pour ce qui est de Guillaume Fay, pour ce qui est de Dominique Vénère, j'ai pris un grand plaisir et ça a été vraiment un choc de lire Dominique Vénère. Donc voilà, elle a toujours eu... la nouvelle droite a toujours un peu fait parler d'elle, mais disons qu'elle revient un peu en force. Voilà, elle a vu le jour, sur la fin des années 60, tournant 60-70. Mais disons que oui, depuis quelques années, elle revient en force, et en effet, ça nous plaît beaucoup. On essaye à la fois, selon les sensibilités de chacun, ça va être plus une tendance, une affinité pour la droite catholique, en gros, pour faire simple, et un autre aspect qui va être celui de la nouvelle droite. Voilà. D'accord. Et ça s'articule un peu autour de ça. C'est ça, voilà. D'accord, très bien. On a des collègues, pour le coup c'est surtout les royalistes, qui sont très peu intéressés par la nouvelle droite. Oui, c'est plus catho tradi. Même pas forcément tradi, mais voilà, je sais pas, la droite littéraire, les auteurs catholiques, la nouvelle droite, voilà. Peut-être Jean Raspail. Jean Raspail, voilà, complètement. Oui, Jean Raspail, il y a très quelques apprécié. jours, ouais. Quand descend. Mais voilà, j'essaye un peu de... Je me cherche encore entre les deux, voilà, à titre personnel. C'est normal. Je suis pas totalement tranché, mais voilà, j'essaie encore de me chercher entre les deux. Mais... D'accord, très bien. Comment vous vous placez un petit peu par rapport peut-être à l'UNI? Parce que moi j'ai regardé un petit peu aussi du côté de l'UNI, qui est une association qui est née en réponse un peu à mai 68, dont le président qui est mort malheureusement en 83, le président fondateur Pierre Rougeot, qui était quand même au club de l'horloge, quelqu'un d'assez investi, on va dire. C'est droitier. Voilà. Est-ce que vous pensez que l'UNI s'est un peu perdu, il renaît? Comment vous vous placez un peu par rapport à l'UNI? Je sais pas, est-ce que tu veux commencer ou je prends la parole? Je pense que ce qui nous différencie de l'UNI, bon déjà, d'un point de vue idéologique, il y a une différence déjà dans la mesure où ils sont plus libéraux du coup, ce que nous ne sommes pas. Et il y a évidemment l'indépendance vis-à-vis des partis. L'UNI est quand même rattachée à LR, alors que nous, voilà, on est totalement indépendant des partis. Donc il y a déjà ça qui nous différencie pas mal de l'UNI. Après, je te laisse terminer. Non, vas-y, moi je te laisse, je te laisse compléter. Ok. Pour ce qui est de l'UNI, donc il y a quelque chose qu'on peut leur envier qui est appréciable, c'est qu'ils ont une certaine longévité. Ils ont un peu plus de 50 ans d'existence, donc je pense que c'est quand même... ça mérite d'être remarqué, quoi. Après, pour ce qui est... pour ce qui est des différences avec l'UNI, l'UNI s'attache beaucoup à... eux aussi cherchent à vaincre la gauche à l'université. Ils ont toujours eu cette prétention, ils ont toujours eu cet objectif, ce but. Le fait est qu'ils ne font que, que du militantisme. Ils visent essentiellement, ils font connaître leurs idées, mais l'idée ça va vraiment être
d'avoir des sièges, de pouvoir être dans les conseils et pouvoir comment dire, dominer dans le système de démocratie universitaire. D'accord. En fait, je pense qu'il faudrait, comment dire, vraiment une actualisation en fait. Je pense que l'Uni souffre vraiment de la faiblesse de ce que le mouvement, en fait, le groupe propose, si vous voulez. Donc un renouvellement un peu. Renouvellement à la fois idéologique et même vraiment en matière de, je sais pas, d'activité, de comment créer, entretenir du lien. En fait, ça fait partie, en fait, j'ai un peu l'impression que ça fait partie de ces groupes militants où, alors, on va certes apprendre aux jeunes qui s'engagent à, je sais pas, à prendre la parole, à, comment dire, avoir certaines, admettons, des qualités rhétoriques, voilà, des qualités proprement politiques. Mais voilà, une fois l'université terminée, bon, qu'est-ce que devient un militant de l'Uni après l'université? Ça perd son souffle, on va dire. Je voudrais rajouter un point. Oui. J'ai déjà vu un nouveau slogan, je crois, qui défendait plutôt une union des droites, alors j'imagine plutôt institutionnelle. Mais du coup, je voudrais dire, est-ce que vous soutenez aussi éventuellement une union des droites universitaires? Alors pour ce qui est de la relation avec l'Uni, je dis, donc pour le coup nous sommes concurrents, nous ne sommes pas adversaires. Le fait est que d'un côté, plus du leurre surtout, ça va nous chercher des poux. Après, voilà, il y a quand même voilà, de la concurrence. Peut-être pas d'animosité, mais quand même de la concurrence entre nos associations. Un rapprochement, une union, comment dire, dans les facs avec l'Uni, ça serait en fait au détriment d'une des deux associations. Ça serait puis je verrais mal en fait même comment arriver à garder admettons qu'on aurait un rapprochement, une union, comment garder vraiment une cohérence, une harmonie en fait. Je pense qu'on est quand même trop différents pour que ça ait lieu. Voilà. Après, si éventuellement, comment dire, je sais pas, dans un conseil ou quoi, l'Uni propose fait une proposition qui à notre sens nous paraît bonne, nous paraît juste. Selon le contexte, selon la situation, je sais pas, concernant des épreuves décalées, on n'aura aucun mal à les suivre là-dessus. Voilà. D'accord. Quel est votre rapport, quels sont vos rapports avec les différentes administrations des facultés que vous pouvez fréquenter? Alors, qui est-ce qui commence? Oh là là. On aura des choses à dire chacun de notre côté. Honneur à Nanterre alors. Ouais, c'est un rapport compliqué. Les administrations. Hein. Oui, après, tu pourrais éventuellement parler des étudiants, des assos étudiantes. Mais oui, non, déjà les administrations. Bien sûr. Non, ouais. À Nanterre, il y a de quoi dire. Hein. Ah oui, Nanterre. Il y a de quoi dire. Mais non, on va dire c'est un rapport un peu. On n'interagit pas beaucoup avec les administrations, hein, ça c'est sûr. Mais il y a une. C'est soit, j'ai envie de dire, soit ouvertement de l'indifférence, comme on dit. Oui, je pense. L'indifférence, soit. Hostilité pure et simple. Oui, voilà, soit de l'hostilité. Donc c'est soit de l'indifférence, soit de l'hostilité, parce que je me souviens, c'était. Alors, lors de sûrement des premières élections de Nanterre pour les élections à la commune. Bon, il y avait eu, on était à l'égalité. Octobre-novembre. Je crois que c'était là. Octobre, mais je confonds un peu, mais je crois que c'était à ce moment-là. Ouais. Bon, bref, il y avait encore. Voilà, il y avait eu des affrontements quand on avait tenté de tracter et tout. Mais on avait fini par faire 2 élus. Et en réaction à ça, il me semble que plusieurs profs avaient fait. L'intersyndicale de professeurs. Voilà, l'intersyndicale de profs avait fait un. Communiqué. Oui, c'est un communiqué, c'est ça, oui, voilà. Pour dénoncer comment dire, notre présence, voilà, le fait qu'on avait fait des élus. Ouais.
On était un danger pour la fac, limite, parce qu'on... Deux élus, c'est la fin de... Ah oui, parce qu'on créait... parce que, soi-disant, c'était de notre faute qu'il y avait cette hostilité, alors qu'au lieu d'aller voir du côté des... Oui, voilà, on incitait à la guerre civile par notre simple présence, alors qu'on faisait que tracter. Ouais, c'est pas nous les violents, quoi. Vous sonnez le tosquin, et c'est vous qu'on... Voilà. Et c'est vous auquel on s'attaque, quoi. Oui, voilà. Ouais, bien sûr. Mais du coup, voilà, donc soit... Ah oui, il y a aussi le sens où la... Comment dire ? Je pense qu'on dérange aussi beaucoup les administrations parce que lors notre affrontement à Nanterre, parce que à chaque fois qu'on y va, c'est des affrontements. Ça médiatise la fac, et voilà, pas dans le bon sens. Exactement, ça médiatise la fac. Et d'autant plus que on était... Alors ça c'était il y a pas longtemps, là, du coup, en février, encore des élections, du coup. Et donc on y était allé, mais on était un très faible effectif en fait. Pour grand max, ouais, non, justement, c'était le lendemain. C'était en fait la veille, on était voilà, il y avait une trentaine de militants de notre côté, tout ça. Bref, il y avait eu des affrontements encore même avec des mecs qui étaient même pas de la fac, enfin des CGTistes, des grévistes, tout ça. Et le lendemain, du coup, on s'était dit bon, ça va être compliqué de tracter, mais on y était quand même allés, mais on était très peu en fait. Et bon bref, encore un énorme affrontement, voilà, 50 contre 5. Et l'un de mes militants justement avait cherché à prévenir la sécurité de la fac, qui à 3 reprises a refusé d'intervenir alors que c'était vraiment dangereux. Enfin, moi, le militant en question a fini tabassé au sol, quoi. Donc, mais voilà, donc c'est comme si la fac s'occupe pas de nous. C'est vraiment des œillères, quoi. Voilà, des œillères. On n'existe pas. Ils font comme si de rien n'était. Au point où on se retrouve avec des problèmes avec la sécurité qui ne veut pas intervenir, tout ça. Donc, ouais. Voilà pour ce qui est des administrations, donc ça c'est pour le cas de Nanterre. Ouais. Donc, moi pour Paris 1 Sorbonne, est-ce que je fais Tolbiac, pour Paris 1 restons là. Comment dire, donc pour Paris 1 c'est aussi compliqué. Nous, alors on n'en est pas arrivé à une intersyndicale de professeurs qui fait un communiqué contre nous. On a cet honneur à Nanterre. Voilà, mais pourquoi pas. Mais non, ça va être beaucoup d'indifférence, c'est-à-dire que l'administration, la hiérarchie de la fac, en fait, sur admettons les débordements, les violences qu'il peut y avoir. Sur la difficulté aussi qu'on a eue pour obtenir un local il y a 1 an de ça, c'est vraiment on est la minorité un peu gênante, un peu embarrassante, qui dérange. Voilà, qui dérange et qui du coup qui reçoit une certaine différence, un certain mépris. Pour Paris 1, Émilie parlait de la sécurité sur Nanterre qui refuse d'intervenir. Pour ce qui est du centre Tolbiac, où on va tracter assez régulièrement, on a de la sécurité aussi qui a refusé, je vais parler au passé plutôt, qui a refusé d'intervenir les fois où il était nécessaire de le faire. Ouais. Et sinon, depuis quelques temps, en fait, on vient tracter en suffisamment nombreux sur le site. Et en fait, tout le service de sécurité nous colle pour éviter que d'autres étudiants du coup viennent nous chercher des poux, alors que, on tracte, admettons, devant l'entrée de Tolbiac. Vous avez éventuellement 1 ou 2 agents de sécurité quand il y en a. Et là, vous avez les 6 agents de sécurité qui vous collent pendant que vous distribuez des tracts, alors que voilà, ils pourraient rester dans la fac et plutôt dissuader les étudiants d'extrême gauche de venir nous emmerder. Qu'est-ce que je peux dire sinon ? Je vais pas dire non plus que le tableau est complètement tout noir. Pour Paris 1, on a le personnel ou la personne responsable dans la fac qui du moins est resté professionnel avec nous, c'est le directeur du centre Cassin, René Cassin, qui lui est tout à fait correct avec nous. Il nous traite comme on devrait nous traiter, comme des étudiants de Paris 1. Pour ceux qui sont étudiants à Cassin, les étudiants de son centre, voilà. Donc il y a encore des gens qui font preuve d'une certaine objectivité et qui restent pro. Voilà. Là j'avais une question qui reste un peu toujours dans la même thématique.
Comment ça se passe votre militantisme, justement votre vie à l'université, le fait que vous soyez tout le temps un visage découvert? Est-ce que vous avez eu des menaces peut-être par message privé, des gens qui voilà, même dans la fac ont des propos, ou même peut-être des actes un peu de violence physique envers vous, menaces, insultes, voilà, agressions, ce genre de choses? Alors on va... Oui bien sûr, alors... Enfin non, du coup je monopolise un peu la parole. Je sais pas si non, mais parce que je parle et... Parce que je regarde en face et du coup il pose la question et moi je réponds. Donc, Non, du coup, pour Nanterre, oui. Alors personnellement, j'ai jamais fait l'objet de violence en dehors du cadre militant, on va dire. Sauf, quelqu'un qui... On commence peut-être par le militantisme à visage découvert, parler là-dessus déjà. Ah oui, non mais la question était large. Ouais, d'accord, ok. Déjà commencer par ça. Oui, donc du coup, oui, nous, on veut vraiment... Donc, oui, voilà, on fait du militantisme à visage découvert, c'est très important pour nous, ça, vraiment. On est assez nombreux aussi à afficher nos vrais noms sur les réseaux, tout ça. Enfin, voilà, c'est très important pour nous. Pour pas aussi avoir ce côté groupuscule, je pense. Voilà, je pense que le fait la cocarde étudiante est un mouvement étudiant, une organisation de jeunesse tout à fait respectable. Voilà. Dans les idées comme dans les actes, on porte nos idées, on assume complètement nos visages, nos identités. On n'a pas de honte à avoir. Pour ce qui est plus les contraintes et l'aspect plus gênant de s'afficher à visage découvert. Je pense que c'est une force aussi parce que souvent de l'autre côté ils essayent de nous ressortir des informations comme si c'était ultra secret à notre sujet. Par exemple, je sais pas, c'est-à-dire oui, alors un tel s'appelle comme ça, il habite là, il est à cette fac. Je dis oui, mais c'est affiché sur les réseaux. Et ils ont déjà donné des lieux auxquels, enfin vos domiciles, je sais pas, il y a déjà eu des choses comme ça? Est-ce que c'est déjà arrivé? Moi, à titre personnel, non. Moi non plus. Mais voilà, ils pensent savoir des choses, on va dire, alors que c'est des choses qu'on affiche et c'est jamais vraiment des banalités. Voilà, c'est des banalités. Et je pense que justement c'est notre force du coup parce qu'ils peuvent pas nous piéger là-dessus. Voilà, c'est ça en fait. Parce que c'est pas un moyen de pression. Voilà, c'est pas un moyen de pression. Et en fait, surtout aussi, c'est que, comment dire, quand vous suivez, quand quelqu'un, un jeune, je sais pas, un étudiant suit un mouvement ou quoi, en fait, l'idée c'est de pouvoir mettre des visages, de pouvoir reconnaître des têtes, qu'en fait les idées que le mouvement, en fait, on puisse mettre des, comment dire, on puisse mettre des prénoms, qu'on puisse éventuellement, quoi, qu'est-ce que je pourrais dire, s'identifier, qu'en fait on voit que les personnes qui portent ces idées-là, qui en font partie, qui sont militants, qui sont responsables, qui sont, je sais pas, même responsables de com, enfin bref, en fait tous les éléments, tous les militants, tous les cocardiers, en fait que le public voit bien qu'en fait on a des personnes tout à fait banales, tout à fait normales, je dirais. Je dirais pas qu'il y a un look de... chez certains à la limite, mais... Est-ce qu'il y a vraiment... clairement, l'étudiant de base de la cocarde, c'est quelqu'un que certainement vous voulez croiser dans la rue. Presque banal, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas le look militant Front National des années 90. Non, enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de skinhead avec une batte de baseball qui se balade dans les couloirs de la fac. Je veux dire, vous avez... Après, voilà, certains, Émilie est toujours très élégante, elle a son style à elle, mais voilà, sinon... c'est certainement... Puis aussi pas être sectaire, quoi, tout simplement. Oui, voilà. Ok. Et vous, du coup, sur par contre un peu les violences physiques, vous avez évoqué la personne qui avait été un peu tabassée dans... Oui, voilà, alors ça, donc on va dire, bon déjà, dans le cadre du militantisme, quand on distribue des tracts, bon là, il y a toujours des violences, mais donc en dehors de ça, donc... on va dire, quand on est à la fac, normal, on va en cours, tout ça. Ça peut arriver, alors je sais qu'à Nanterre, c'est arrivé dans ma section, que voilà, des militants se fassent interpeller, ou même, alors il y a aussi eu des violences. Et donc voilà, donc ça c'est un peu, c'est ce qui, comment dire, c'est, je trouve pas le mot. Voilà, quand on milite à visage découvert, bon bah voilà, c'est... c'est un risque. C'est un risque, c'est un risque à prendre. Mais après, c'est comment dire,
c'est pas quotidien non plus, quoi. Mais ça peut Non, arriver. Puis, Ça peut arriver. pour continuer sur ce que dit Émilie, pour un peu nuancer, parce que, enfin, disons que avec ce que j'ai vu moi à Paris 1, bon, je vais pas revenir sur les fois où j'ai reçu quelques coups, voilà, ça a été déjà fait. Mais sinon, en fait, il faut bien se dire que, en fait, la plupart du temps, quelle que soit l'université, vraiment, ça va être beaucoup dans le dos, en fait. C'est beaucoup plutôt de chercher à connaître. Oui, des coups bas, faire un peu, je sais pas quoi, faire un peu les pestes. Oui, il y a un côté un peu harceleur du collège, un peu, oui, dans leur comportement parfois. C'est ça. J'aurais pas dit ça comme ça, mais oui. Enfin oui, c'est un vécu personnel, on va dire. Il y a ce côté-là. Personnellement, je suis pas. Après, en fait, par rapport sur la question que vous posiez, en fait, disons que certains visages sont plus connus que d'autres, et en fait, certains, je sais que moi, à titre personnel, je m'expose pas mal. Aussi, je crois que vous êtes si privilégié, quoi. Oui. Si, voilà, disons qu'ils ont leur. Admettons pour les gauchistes de fac ou quoi, disons qu'ils ont un peu leur préférence ou quoi. Mais sinon, non, je suis pas menacé au quotidien. Je ne suis pas menacé, je me sens pas menacé quand je marche dans la rue, quand je vais à la fac. Moi non plus. Là, j'ai cours actuellement en Sorbonne historique dans le 5e. Je retournais à Tolbiac pour un cours de langue. Je ne suis pas menacé quand je vais à Tolbiac. On n'a pas d'étudiants qui nous attend, je sais pas quoi, à la sortie d'une salle de cours ou voilà, au tournant d'un couloir. Voilà. C'est ça va être éventuellement des messages par contre. J'en ai reçu. Après, je dirais qu'il faut pas non plus, il faut peut-être pas non plus aller trop loin et comment dire. Des petits messages d'insultes ou quoi. Faut pas s'arrêter à ça, quoi. C'est, voilà, je veux dire, si vraiment ça nous rebute, si vraiment on est tétanisé à l'idée de recevoir quelques petits messages ou quoi. Voilà. À l'inverse, est-ce que vous avez eu des soutiens, par exemple des regards, des gens qui vous ont reconnu et qui vous ont remercié ou voilà, je suppose qu'après c'est des gens qui s'engagent dans le mouvement, mais vous avez sans doute eu des des regards complaisants, voilà, Moi, il y a des... alors, c'était... après les dernières élections, là, il y a eu quelques personnes qui sont venues me voir spontanément parce qu'ils m'avaient reconnu des vidéos, tout ça, et qui sont venues me témoigner de leur soutien et tout ça. Donc, donc c'est plutôt cool. Il n'y a pas que de l'hostilité, il y a aussi des gens qui... Le tableau n'est pas que... Voilà, exactement. Non, oui, c'est... Ok. Moi, à titre personnel, des soutiens... On attend. Là-dessus, je sais pas, non, j'ai pas le souvenir de. Envers et contre. On appelle les abonnés à. Voilà, exactement. Allez les sous. C'est toujours plaisant. Non, je dirais non, si pour vous répondre quand même, je dirais plutôt que ça va être, pour le coup, ça va déjà être des connaissances, donc hors cocarde, des connaissances que j'avais à l'université, donc pas des étudiants, voilà. Je sais pas, que je ne connaîtrais pas, qui m'enverrait un petit message, je sais pas quoi, merci pour ce que tu fais ou quoi. Mais voilà, des étudiants à l'université, dans mon cercle de connaissances, dans les cercles de gens avec qui je discutais à la fac, voilà, qui sont pas sur ma ligne d'idées, mais clairement, voilà, écoute, te laisse pas abattre, vous laissez pas faire, voilà. Oui, bien sûr. Voilà, j'ai quoi, peut-être un ou deux cas comme ça, je pourrais dire ça. Ça arrive une fois ou deux. Parce qu'ils voient que même des gens vraiment qui sont aux antipodes de nos idées ou quoi, que la diabolisation et le fait que des étudiants, d'autres étudiants fassent des caisses en fait sur nous ne tient pas en fait. Ça devient trop gros finalement. Oui, exact, voilà, c'est ça exactement. Ça devient trop gros quand voilà, ces personnes-là, les amis en question, voilà, me connaissent, machin. Ils voient bien que ça ne correspond pas à ce qui est dit sur moi, à ce qui est dit sur le reste de notre groupe, de notre collectif. Et voilà, ça s'effondre, ça ne tient pas. Voilà. On avait une question je vais te laisser la lire, qui est la question d'un abonné qui est assez intéressante. Comment faites-vous Vous allez nous donner la recette pour être, entre guillemets, l'association étudiante la plus stylée de l'univers.
Donc une question d'un abonné sur Instagram. Voilà. Alors déjà, merci. Et ouais, parce qu'on a des militants très stylés. Bah, la plus stylée, oui, quand tu fais une asso stylée, il faut des militants stylés, une communication stylée. Des idées stylées. Qu'est-ce que... Du courage, du panache. C'est ça, Voilà. avoir certaines valeurs ou principes qu'on ne retrouve pas ailleurs, et puis, je sais pas, stylé, oui, je sais pas. C'est un bon compliment, voilà. C'est un on bon remercie compliment. aussi d'ailleurs On remercie nos l'abonné en question qui a posé cette question. On les remercie d'ailleurs pour leurs questions sur Instagram. N'hésitez pas à nous suivre et à suivre la cocarde évidemment. Alors autre question, souvent il y a comme slogan sur certaines de vos affiches, ni gauchisme, ni libéralisme. Pourquoi cette hostilité au libéralisme? Alors, est-ce que tu veux commencer ou... Non, je te laisse Ouais, commencer. d'accord, ça marche. Alors, pour ce qui est du libéralisme, il y a un plan politique, économique et philosophique, c'est tripartite. Je vais peut-être commencer, je sais pas, par le point de philosophique, l'aspect philosophique. Comment dire, le libéralisme, pour commencer, c'est principalement l'idéologie de la Révolution française, l'idéologie des Lumières. C'est une idéologie, un courant qui postule que les individus, les antécédences, je sais pas, le lignage, la culture, l'histoire, l'ethnie, voilà, n'ont pas tellement d'importance. Les solidarités qui existent naturellement, et l'idéologie qui détruit le lien entre les personnes, qui détruit l'esprit de communauté et qui met en avant un individu isolé qui existe en soi un peu comme un électron libre. Je prends le cas, je prends Émilie Gérard par exemple. Au hasard. Et voilà, pour la démonstration, donc voilà, Émilie donc a pour nom de famille Gérard. Elle a ses parents, elle a une certaine lignée. Le fait qu'elle ait ses parents, ça l'oblige, de réussir socialement. Ça l'oblige et en fait, le fait d'avoir des liens de famille, des liens de culture, ça nous, ça nous oblige à avoir certains devoirs, certaines obligations. Et tandis que pour ce qui est du libéralisme, il va mettre en avant les droits et l'individu isolé. Voilà. D'accord. On peut pas, avoir un esprit de communauté, de groupe, de bloc, en soutenant, en promouvant la vision libérale des choses. Voilà, pour ce qui est de l'hostilité au libéralisme. Oui, donc le slogan apparaît notamment sur les affiches. C'est aussi l'idée que, par exemple, pour le libéralisme, en fait, l'individu est le seul juge dans ses actes et le seul, c'est surtout l'ego de la personne. La personne recherche son intérêt. Et c'est surtout, en fait, c'est l'ego de la personne qui lui dit quels sont ses actes, qu'est-ce qu'elle peut faire, c'est toujours mettre en avant l'individualisme, toujours mettre en avant le fait de vouloir faire ceci, vouloir faire cela, et on peut pas avoir, en fait, on n'a pas de communauté, on n'a pas de société, on n'a pas de cercle commun, si tout le monde met en avant son intérêt particulier, si chacune des personnes met en avant son intérêt particulier, si chacune des personnes entend devenir ce qu'elle a envie d'être, et pour le coup,
pour ce qui est de la politique, ça justifie le fait, les libertés politiques, c'est de pouvoir participer, et le libéralisme met en avant une vision complètement abstraite de la liberté, on l'écrit avec un grand L, voilà. Et par exemple, c'est le fait de, je sais pas, ne pas vouloir s'engager en politique, ne pas avoir d'engagement associatif, ne pas, en fait, comme on a un individu isolé, la personne ne se sent pas, elle ne se sent pas, faisant partie d'une, peut-être pas jusque d'une famille, mais du moins d'une ville, d'un pays, d'une nation, d'une culture. L'individu il demande à être totalement arraché de toutes ces choses-là, qui sont pourtant des protections pour lui. Des déracinés. C'est des déracinés, ça produit des déracinés. Et on voit un rapprochement avec admettons, des libéraux critiquent avec le gauchisme actuel, la théorie du genre, je sais pas quoi, le sans-frontiérisme, c'est un certain aboutissement, un certain parachèvement de leur idéologie, où en fait l'individu pouvait décider de ce qu'il allait faire dans la vie, l'individu pouvait décider de quelle cité, de quel groupe, de quelle nation, de quelle culture il allait appartenir, et on pousse cette logique plus loin jusqu'à pouvoir choisir de quel sexe on est, de quel, un individualisme à l'extrême qui finalement débouche sur des déracinés et qui empêche à chacun d'avoir une volonté commune, d'obéir à cette volonté commune qui est fondatrice pour un groupe, n'importe lequel. On a besoin de, les groupes ont besoin d'un objectif commun, d'un objectif commun, d'une destinée. Et là où on n'a que des éléments autonomes, dispersés, qui recherchent leur intérêt propre, on ne peut pas avoir de bien commun. C'est l'exact opposé. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre pour ce qui est de l'économie. Sur l'aspect économique, on est attaché, nous, à des mesures protectionnistes. L'économie qui n'est pas régulée, c'est une économie qui ne profite pas à l'État, au pays. C'est une économie qui profite seulement aux acteurs économiques, et en particulier les acteurs économiques les plus puissants, les plus influents, les GAFA, on peut, je sais pas, sinon qu'est-ce que je peux dire d'autre, le bon patronat, qu'est-ce que je peux dire d'autre, c'est très, ça ne profite pas, ça ne peut pas profiter à une communauté, en fait. Ça va profiter à une classe ou éventuellement à une certaine sociologie, mais ça ne peut pas profiter à un pays. Et on voit que, par exemple, pour la France, le fait qu'on ait du libre marché, c'est-à-dire que pour le libre marché, qu'il n'y ait pas de barrière douanière, on peut tout à fait s'échanger des marchandises entre des pays voisins, voire même entre des pays de plusieurs de continents différents. Sauf qu'en fait, c'est très bien. Donc voilà, il y a des perdants qui sont plus nombreux que les gagnants. Voilà, il y a surtout des perdants. Ouais, je vois. Nos producteurs locaux. Donc en fait, c'est ça. Et en fait, si on ne peut pas à la fois, mettons, soutenir du libre marché, on ne peut pas soutenir le fait qu'il y ait des investissements étrangers, des récupérations d'entreprises françaises par d'autres acteurs.
Les investisseurs étrangers, par exemple, dans des grandes compagnies. Par exemple, chez Renault, la majorité des actionnaires chez Renault n'ont plus un intérêt français, mais un intérêt mondialiste. Voilà. En fait, ce que tu reproches, c'est que avec cette logique, par exemple, de la finance, qu'on retrouve chez les actionnaires, avec donc, tout ce marché financier qui est mondialisé, au final, ça va profiter donc à cette certaine élite dont les intérêts sont mondialistes et pas à l'intérêt national et plus particulièrement aux petites classes. Par exemple, qu'on trouve dans la diagonale du vide, toute cette classe moyenne qui finalement même pour ce qui est perd son emploi. Même pour ce qui est des, je sais pas, des petites moyennes entreprises, ces choses-là. Comment dire, il faut il faut regarder du point de vue d'un chef d'État d'un pays. Un État a intérêt à garder sa production chez lui. Comme les médicaments. Des médicaments, c'est vrai que c'est revenu avec la crise du Covid-19. Il y a besoin d'avoir une production chez soi pour ne pas dépendre des autres pays. Et pour le coup, quand on parle de produits ou d'objets particulièrement importants, voilà, pour ce qui est des médicaments, on se rend compte des limites de cette idée. Et puis même en fait en matière d'emploi, le fait que l'État n'intervienne pas dans l'économie pour défendre des emplois, des salariés qui seraient menacés de se retrouver au chômage parce qu'il va y avoir des délocalisations en Europe de l'Est, je sais pas, en Asie. En fait, c'est il y a une forme de schizophrénie un peu au niveau de l'État aujourd'hui. Je rebondis un petit peu sur Sanofi. Le président Macron avait évoqué qu'il avait le désir de relancer de l'emploi dans le secteur avec Sanofi, notamment sur le bassin de Lyon aussi, puisque on a des infrastructures très compétentes pour la recherche de vaccins de différentes maladies chez Sanofi. Et malheureusement, donc il a fait cette annonce et au final, il y a eu des suppressions d'emplois. Alors que, en plus de ça, Sanofi est un grand gagnant de la mondialisation et par là même du coronavirus, puisque elle a eu cette entreprise une explosion en termes de chiffre d'affaires et pour autant, alors qu'elle fait partie justement d'un secteur qui n'a pas du tout connu de crise en tant que tel à cause du coronavirus, et bien qui finalement licencie à l'échelle de la France des emplois en masse. Donc finalement, je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire que même quand d'une certaine façon on pouvait, en l'occurrence avec la crise du coronavirus, tirer profit, les classes moyennes qui elles ont de l'emploi, qui pourraient même en gagner, finalement comme l'avait prévu le président, au final sont des perdantes. Il y avait aussi le problème vis-à-vis des actionnaires pour Sanofi, puisqu'ils avaient annoncé, donc c'était il y a 2 mois, que ils allaient axer en priorité leur production pour les États-Unis, parce que leurs actionnaires venaient majoritairement. Alors que c'était sur notre territoire, sur le territoire français. Bon, on a une dernière question. Avez-vous un positionnement particulier par rapport à l'actualité ? Bon, maintenant ça fait un peu plus d'1 mois, mais sur l'actualité notamment vis-à-vis du mouvement sociétal Black Lives Matter, que ce soit une vision par rapport aux États-Unis ou par rapport à son dérivé français avec le collectif Adama, comité Adama, je sais plus. Adama, la LDNA aussi. Et autre question, est-ce que ça rend des gens au sein de vos associations un peu plus radicaux, en réaction, on va dire? Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux commencer ou... Ouais, je vais te laisser commencer. Non, mais c'est pas grave, mais du coup, comme je te propose et que tu me renvoies la balle en fait. T'inquiète. Pour ce qui est de Black Lives Matter, donc ça a commencé depuis. Bonne question. C'est présent aux États-Unis depuis quelques années. Ça met en avant puisque du coup la société états-unienne est vraiment dans une logique communautariste, voilà. Oui, totalement. C'est très curieux. On a des gens qui peuvent se sentir américains, mais voilà que
comment dire, l'aspect tribal ethnique est particulièrement développé, particulièrement fort chez ces gens-là. Donc ça depuis quelques années, en fait ça met en avant alors quoi, le racisme, les inégalités, discrimination, violence policière que subissent et ou subirait la communauté afro-américaine. Donc là on a vu ce que ça a été avec George Floyd. Pour ce qui est de la mort de George Floyd, le policier en question, Derek Chauvin, n'a pas été particulièrement violent parce que c'était un noir, mais parce qu'il était juste lui violent en fait. C'est-à-dire que Derek Chauvin a déjà eu 18 signalements. Pour un petit agent de police, il me semble que c'est quand même pas mal. Donc voilà, c'est un policier à problème, certainement qu'il aurait dû être purgé. Il aurait dû être viré des effectifs de police, mais en effet quand on a 18 plaintes contre soi pour un agent de police, bon voilà, c'est certainement pas un blanc qui a voulu tuer un noir. Derek Chauvin n'a pas voulu tuer le noir. En plus, George Floyd, il me semble. De quoi ? Ils se connaissaient, ils s'étaient déjà rencontrés, il me semble, dans des clubs de nuit. Ils étaient videurs. Agents de sécurité. Agents de sécurité, oui, en effet, oui. Donc il y avait peut-être aussi une affaire personnelle, derrière. Et puis d'autant plus que moi, j'étais tombé sur des vidéos, alors on voit que il y a des sachets qui sont dissimulés lors de l'interpellation par George Floyd. Bon, c'est des sachets, moi j'ai pas eu d'informations sur ce que c'était de manière spécifique. D'accord. C'est une analyse strictement personnelle, mais bon, quand on cache des sachets pendant une interpellation qui sont couleur blanche, on peut se dire que voilà, il y a des risques que ce soit des stupes. Et j'ai vu de la fausse neige. C'était peut-être de la farine. De la farine. C'est peut-être un gâteau finalement. Ah oui, voilà. C'est un gâteau. Voilà. Donc oui, en tout cas, pour toi, il y a une bavure. Il y a un policier qui a clairement, le fait est qu'il me semble quand même que la méthode d'interpellation est réglementaire. Voilà, pour les détails techniques, par contre, je les ai pas, mais il me semble que la méthode d'arrestation est réglementaire. Pour autant, c'est vrai que George Floyd a plusieurs fois crié qu'il ne pouvait plus respirer, que vraiment il était dans un sale état, enfin il allait avoir une asphyxie assez proche. Et le facteur aussi, c'est qu'il était drogué, il me semble, le moment de l'interpellation. Donc, écoutez, pour le positionnement, parce que là je crois qu'on a un peu d'autres éléments, je sais pas sur l'affaire. Non, pour le positionnement, déjà il faut remettre les choses en ordre. On a une société américaine qui est particulièrement violente. Les règlements de compte, le fait de gens qui sont tués sont très courants. C'est dans l'ADN américain. Même à Chicago, d'autres une criminalité assez importante. Et le nombre, vous pouvez trouver plusieurs statistiques, plusieurs données, à ce sujet sur les cas de violence et de tuerie aux États-Unis. Vous pouvez trouver tout à fait ça sur Internet. Le nombre de Noirs qui sont tués par des Blancs reste minoritaire. Rapporté aux Noirs qui se tuent entre eux. Et peut-être aussi, je vais être plus mince. Brut. Non, prudent, voilà, merci. Et aussi donc sur le nombre de Noirs qui tuent des Blancs. Oui, il y a eu un tweet de Mike Tyson là-dessus justement. Il disait que à chaque fois que les Blancs se faisaient tuer quelqu'un de leur communauté par un Noir, on n'aurait jamais de paix. On aurait des manifestations, des riots, enfin des foules, des émeutes. Des émeutes. Alors ça, il me semble que c'est un faux tweet. D'accord, ok. C'est un faux tweet ? D'accord. Ok, faudra... Dites-nous dans les commentaires si c'est un faux tweet. Fact-checking. Et pour le positionnement, que les luttes communautaires, raciales, de ce genre restent aux États-Unis. C'est une affaire américaine qui ne concerne pas la France. On a une affaire américaine. En fait, si aux États-Unis,
les Afro-Américains se considèrent comme une communauté, enfin, c'est une communauté, mais s'ils se considèrent comme plus que ça, comme, je sais pas, un clan, une tribu, une nation aux États-Unis. Presque un peuple, ouais. C'est ça, un peuple, je sais pas, une nation au sein des États-Unis, très bien. En attendant, parler des Noirs à l'échelle internationale, le peuple noir unifié n'existe pas. Ça n'a aucun sens. Les Noirs ne devraient pas être une nation aux États-Unis et ils n'ont pas à être une nation chez nous. Une nation unique et indivisible. Ouais. Je pense que ce qui est vraiment dangereux avec ce mouvement quand il est rapporté en France, c'est vraiment cette analyse de la société française à travers le prisme sociologique américain. Ça, je trouve ça c'est vraiment ridicule et ça n'a aucun sens. D'autant plus qu'il y a une différence fondamentale entre les personnes noires en France et aux États-Unis. C'est que d'un côté, il y en a qui ont été amenés de force pour de l'esclavage, alors que nous en France, ce sont des personnes qui viennent de leur plein gré. Il n'y a pas d'histoire similaire, d'éléments, de séquences historiques similaires entre les États-Unis et la France à ce niveau-là. C'est ça. Même d'ailleurs, il faut rappeler que le premier aviateur noir de l'histoire, c'est un aviateur français qui après est passé pendant la Première Guerre mondiale aux États-Unis. D'accord. Et ils ont été ils ont refusé, voilà, on va dire un peu plus coriace et ils ont mis des bâtons dans les roues. D'accord. Peut-être pas que dans les roues. Et donc pour le positionnement, je crois qu'on a fait le tour, ou qu'est-ce que... Oui, je crois que... Le positionnement... en fait, oui, si, il y a aussi ici, parce qu'on allait même oublier l'essentiel carrément. Il y a un élément, un aspect vraiment, vraiment problématique, c'est cette idée de décoloniser, de vouloir en fait s'attaquer à ce qui fait l'identité des États-Unis, en fait, les séquences historiques, les personnages historiques ne sont pas là pour nous plaire. Avec le déboulement. Oui, du coup, voilà, c'est après, voilà, exactement. Le fait de juger des personnages de l'histoire avec une morale la morale de 2020, exactement. Imaginons par exemple dans 50 ans qu'on décide de déboulonner toutes les statues de gens qui n'écrivaient pas en écriture inclusive à leur époque. Voilà, pour aujourd'hui, ça semble beaucoup plus extrême, mais en réalité, on dirait ce qui se passe actuellement à quelqu'un ayant vécu il y a 50 ans, ce serait exactement la même chose. Totalement. Et donc voilà, ça vire vraiment à... On va dire peut-être que j'exagère sur le terme, ça vire vraiment, enfin on a vu les manifestations, on a tous vu les images qui circulaient sur internet, ça vire vraiment à l'hystérie. J'ai vu que Victor Schoffer notamment, qui a été déboulonné alors qu'il a participé à l'abolition de l'esclavage, il me semble. Oui, non, il y a même le 154e régiment qui avait une statue. Ça c'est aux États-Unis, du Massachusetts. Non, oui, voilà, mais c'est aussi c'est un peu la même logique, vu que nous ça arrive en France, ce déboulement qui arrive des États-Unis, mais on voit que c'était un régiment qui était exclusivement des personnes noires. D'accord, oui. Et il a été déboulonné par Black Lives Matter, alors que ces personnes sont battues abîmées par Black Lives Matter, alors que quand même c'est des personnes qui se sont battues pour les États-Unis et par là même pour les personnes noires qui sont américaines. Donc voilà. Donc voilà, donc l'histoire, les séquences historiques, les personnages historiques ne sont pas là forcément pour nous plaire. Même il y a cette idée de juger des individus avec la morale contemporaine, la morale de notre époque, de nos années à nous. Et aussi, c'est que, j'ai l'impression qu'on retrouve quand même assez souvent un aspect, très... incapable d'être dans la nuance, en fait. Si un personnage historique, une figure, a un élément qu'on trouve problématique, en fait, ça efface complètement le reste de son action, ça efface complètement le reste du rôle qu'il a pu jouer, de l'importance qu'il a pu avoir. Et parce que, donc voilà, il a eu cet élément qui est jugé problématique donc, par des Afro-Américains, admettons, donc en 2020. C'est ce qu'on appelle la cancel culture. Contre-culture.
Cancel, ouais. c'est-à-dire Ah non, d'accord. en fait c'est On l'occulte, de quoi. supprimer quoi. Oui, Ouais. oui. On Bah, supprime ah, un oui, personnage, d'accord, voilà. il a dit Exactement, un truc oui. qu'il faut pas. Ouais. Donc, D'accord, et il y a une expression pour... Ouais. D'accord, ok, j'ignorais. c'est oui, un truc de l'extrême gauche qui vient des universités américaines notamment. Moi, D'accord. j'ai une citation, je crois que c'est Churchill qui dit ça, un peuple qui ne se souvient pas de son passé n'a pas d'avenir. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Comment dire, le passé, l'histoire, ça va être, comment dire, c'est une, comment dire, c'est des oui, disons ça peut être comment dire, ça peut être vu que, attends, désolé, tu peux répéter? C'était la citation de Churchill Ouais. qui, alors je l'ai pas mot pour mot, mais qui relevait qu'un peuple qui ne commémore pas son passé n'a pas d'avenir. Tu n'es pas obligé de D'accord. faire digression Non, mais dessus, mais tu peux Ouais, c'est dire un peu ton sentiment dessus. le sens, je me retrouve là-dedans, c'est voilà, il faut une certaine continuité, comment dire, des cultures, il faut une certaine continuité des nations, il faut une certaine continuité des peuples. Bon bah du coup on arrive à la fin de cette interview. Bah, déjà merci beaucoup d'être venu, il nous a fait la joie, l'honneur de répondre à nos questions, aussi pour nos abonnés. Du coup bah on vous invite un peu à faire votre pub, comment on peut vous joindre, quels sont vos réseaux sociaux, est-ce que vous avez un petit message à passer aux abonnés? Attends, juste 2 secondes avant, référence bibliographique éventuellement. Revenez-moi aussi savoir vos références bibliographiques avant de terminer quand même. Putain, je vais être galant à chaque fois, je vais être galant, mais d'accord. Comme ça, je réfléchis. Non, bah oui, du coup, quelques conseils de lecture ou des lectures qui ont été marquantes, vraiment, qui ont entraîné un déclic chez moi. Je l'avais déjà dit ailleurs, il me semble, mais pour ce qui est du roman, ça va être Fahrenheit 451, qui est un roman donc, écrit par Ray Bradbury, dans un contexte... Enfin, du coup, on est dans... Non, justement, on n'est pas dans toute autre chose, mais voilà, donc c'est écrit, c'est publié en 1953 aux États-Unis. Et donc c'est un récit, un roman d'anticipation qui amène comme sujet la question de la lecture, de la liberté d'expression, de la censure. Je ne vais pas non plus dévoiler toute l'intrigue, mais... Ouais, ceux qui ont lu 1984... les gens qui ont lu... Voilà, en fait, je trouve qu'il y a un certain triptyque en fait entre Fahrenheit 451, 1984 et Le meilleur des mondes. Oui. Ouais. Il faudrait peut-être même les lire à la suite. Ouais. Je sais pas Ça se l'ordre, retrouve bien, mais c'est... c'est exactement ça. Toi, Emile, t'as quelque chose Sinon, pour le reste, ouais. Je sais pas. Il y a un livre qui m'échappe. pour le Non, roman alors. ou- Hmm Non, Ah pour le bah. roman, vas-y. Non, alors. Oui, donc moi aussi, donc, 1984. Pour moi, ça a été un livre aussi très marquant. Mais bon, je pense que tout le monde connaît. Ouais. Après, je conseille vivement, mais je pense que beaucoup de gens de droite le font déjà, mais de lire Oberton, qui je trouve a des romans extraordinaires. Guérilla, Surtout, par exemple. Guérilla est vraiment incroyable et nous renseigne bien sur ce que la société pourrait devenir si on n'intervient pas. Voilà, si on continue sur cette lignée. Donc je pense que voilà, Guérilla c'est un très bon livre pour ça. Sinon, ouais, Et sinon, il y a un autre livre que j'aime. t'as lu Dominique Vénère ou pas du tout? Non, j'ai pas lu Dominique Vénère. Misère. Putain. Oui, donc un autre livre, mais juste parce que je l'aime beaucoup et parce que je pense qu'il retranscrit bien l'esprit français. Je pense je sais pas, c'est Cire de Jean Raspail. Ah, d'accord. En fait, pour le roman, enfin, on va Pour donner le des roman, auteurs. En fait, c'est très simple. Oui. Comment dire, pour de la littérature, Henri Vincenot, donc qui est auteur identitaire, ce qui est relatif à l'identité. C'est vous voulez, je sais pas, du roman pas bucolique mais quoi, champêtre, voilà. Henri Vincenot vous parle de sa Bourgogne. Il vous parle de sa Bourgogne avec ses bâtisseurs, avec son patrimoine religieux, avec la vie traditionnelle de ce que c'est de vivre en Bourgogne. C'est absolument génial, franchement, c'est incroyable. T'avais beaucoup aimé. Ouais, Henri Vincenot, c'est vraiment... C'est pas un livre de doctrine, c'est vraiment du roman, mais quand on vient, par exemple, d'un gros centre urbain, quand on vient de région parisienne, c'est... Ouais. Ça fait un certain effet en fait. Ça Ouais, fait un c'est certain effet. Je sais pas, tu parles de Jean Raspail qui Oui, est très Raspail. bon. Excellent.
qui est très bon. Dominique Vénère, on en parlait. En philosophie, je sais pas. Quoi, t'as lu un peu tout ce qui est contre-révolution, Maistre? Peut-être un peu. Non, j'ai pas lu. Non. Moi, je pense à Nietzsche. Oui, bah, auteur contre-révolutionnaire, Burke, Maistre, Bonald, Voilà. tout ça. Oui, Bonald. Ok. Voilà. Bon, bah, en tout cas. Bah voilà, je pense qu'on arrive à la fin. Ah, Il y attends. aurait plein de Je sais choses pas quoi. encore. il y a- Pour vous contacter, quand même. Ah oui, mais j'allais en briller. Ah ouais, on sait Attends, jamais. laisse-moi. Voilà, donc comment vous contacter? Bah, on est présent sur tous les réseaux. Ouais, la plupart des réseaux Ouais, sociaux. Facebook, Twitter, Instagram. Instagram, vous avez une bonne communication Ouais. sur Instagram. Ouais, n'hésitez pas à les suivre. Et à nous suivre Vous aussi, avez pareil. les pages à chaque fois, c'est la cocarde étudiante sur D'accord. tous les réseaux en fait. Le nom de la page est le même à chaque fois. Mm. Et puis, Et pour adhérer, c'est sur le site. Mais lui, ouais, Non, mais si, tu as raison. Mais non, mais je jugeais pas. Je me souviens, cocardeétudiant.com, non? Ou .fr. Depuis le site cocardeétudiant.com, il y a un espace adhésion. Adhésion, ouais. Et sinon, D'accord. vous nous contactez par les réseaux. Vous voilà. êtes très réactifs sur Insta, donc c'est vrai. Bien se Voilà. passer. Bien se passer. Bon. Bah, en tout cas, bah, merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup Bah, d'être merci à venu. vous. Et on se dit à très vite.